Je m'appelle Madeleine, j'ai 73 ans. Si vous lisez mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour éveiller la pitié, mais parce qu'un soir a tout bouleversé. Un dîner simple, une table, un mensonge. Cela faisait des semaines que mon fils Julien m'avait promis ce repas. Maman, on fait un petit dîner tranquille à la maison samedi. Viens, les enfants seront là. Zoé prépare sa fameuse tarte aux pommes. J'avais noté la date sur mon petit calendrier. Mon pull crème, celui que Zoé dit chic mais pas trop, était prêt. Je m'étais même arrêtée à la boulangerie pour acheter une galette qu'ils aiment tant. À 17h32 ce samedi-là, mon téléphone a sonné. C'était Julien. Sa voix était sèche, légèrement gênée. « Écoute maman, on doit annuler ce soir. Zoé est épuisée. Les enfants sont malades. On va se contenter de nouilles devant la télé. On reporte, d'accord ?» J'ai senti un pincement au cœur. « Ah bon ? Bien sûr, reposez-vous. » Mais quelque chose dans son ton clochait. Et pourquoi Zoé serait-elle derrière si elle était si fatiguée ? Je me suis assise sur le bord du lit. La galette encore tiède dans son sac, un instinct m'a dit « non, pas cette fois ». À 18h15, j'ai pris ma veste. J'ai attrapé la galette et je suis partie. Julien et Zoé habitent à 10 minutes de chez moi, dans un lotissement récent à la périphérie de Lille. J'y allais souvent autrefois, mais depuis quelques mois mes visites se faisaient rares. Toujours une excuse, toujours un refus ce week-end. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai vu de la lumière. Des ombres derrière les rideaux, des rires, des voix d'enfants, et celle de Julien. Allez, tout le monde à table. Je suis restée figée sur le trottoir. Ma main tremblait sur le sac en papier de la galette. Puis j'ai sonné. D'abord, rien. Puis la porte s'est entr'ouverte. C'était Zoé. Elle a sursauté en me voyant. « Oh Madeleine, tu es là ? » « Oui, j'ai amené une galette. Je pensais rester juste 5 minutes. » Elle m'a regardé longuement, puis a ouvert un peu plus. J'ai vu la table dressée, 6 assiettes, une nappe blanche, du vin et même des bougies. Ils étaient tous là. Julien coupait le rôti, les enfants étaient déjà assis. 2 autres adultes, inconnus, complétaient la table. Et soudain, tout est devenu froid. Julien s'est tourné vers moi. « Maman, mais je t'avais dit qu'on annulait. » Je suis restée plantée sur le seuil. Je sais, mais comme j'étais déjà sortie. Il s'est approché, m'a pris par le bras et m'a discrètement entraînée vers le couloir. « Tu ne peux pas rester. » « Comment ça ? C'est un dîner entre amis. On voulait éviter les tensions. Tu comprends ? » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Il détournait le regard, le silence pesant. « Zoé dit que tu as toujours quelque chose à redire. Puis, et puis tu juges. » Je suis restée muette. La galette dans mes bras, serrée comme un enfant tient son doudou. Et j'ai murmuré, doucement, je voulais seulement partager un repas, pas m'imposer. Il a soupiré, un son lourd de soulagement, et a refermé la porte, littéralement, sur moi. Je suis restée quelques secondes, figée, à écouter les rires à l'intérieur. J'ai entendu Zoé demander « C'était qui ?» et Julien répondre « Personne. Personne. » Ce mot m'a transpercée. J'ai tourné les talons, la galette encore chaude, mais moi glacée. Chaque pas me ramenait à tout ce que j'avais donné pour lui. Les nuits blanches, les économies, les sacrifices, et ce mot, qui résonnait encore dans ma tête. Personne. Non, Madeleine, tu as été mère. Tu as tout donné. Et maintenant, il est temps de reprendre ce qu'on t'a volé. Quand je suis rentrée ce soir-là, la galette encore tiède dans son sac froissé, j'ai posé mes clés sur le meuble de l'entrée. Je suis restée debout, immobile, comme si je n'avais plus de meubles, plus de corps, plus de rôle dans cette maison ou dans leur vie. Je n'ai même pas retiré mon manteau. Je me suis assise dans le noir. Pas un bruit. Pas un rire. Juste le vide. Ce vide qui s'était creusé en moi depuis des années, mais que j'avais toujours refusé de regarder, parce qu'on ne veut jamais croire que ses propres enfants peuvent devenir les architectes de notre isolement. Et pourtant, ce soir-là, ils ont mangé sans moi. Ils ont ri sans moi. Ils ont nié mon existence devant leurs invités. Et mon fils, celui que j'avais nourri, soigné, éveillé seul après le départ de son père, il m'avait appelé « personne ». Ce mot tournait en boucle dans ma tête, comme une mélodie empoisonnée. Je me suis levée, j'ai posé la galette sur la table, puis je l'ai coupée en 2, puis en 4. Je l'ai mise au congélateur, comme pour figer ce moment de honte. Puis j'ai ouvert mon carnet,
celui que je gardais dans la commode, à côté des vieilles photos de Julien enfant. Un carnet que je n'avais plus touché depuis des années. Je l'avais commencé le jour où mon mari m'avait quitté. Un cahier de survie. Ce soir-là, je l'ai repris et j'ai écrit en lettres majuscules. C'est fini. Le lendemain, je me suis réveillée avec une énergie étrange. Pas de colère, pas de tristesse, juste une force tranquille, droite, déterminée. Comme si mon cœur m'avait murmuré dans la nuit, « Tu vas cesser de te taire maintenant. » Trop longtemps, j'avais joué la mère dévouée. Je n'étais pas un meuble, j'étais une femme. Et cette femme allait reprendre le contrôle. J'ai commencé par observer. Je n'ai plus appelé Julien. Je n'ai plus envoyé de message à Zoé. Je n'ai pas demandé à voir mes petits-enfants. Et devinez quoi? Personne n'est venu. Pas un appel. Pas un « Comment vas-tu, maman ?» Pas un mot de regret pour hier. Rien. Ce silence était plus cruel que 1000 insultes, mais aussi plus libérateur que je ne l'avais imaginé. Parce que dans ce silence, j'ai pu réfléchir. J'ai relu tous mes relevés bancaires, les virements que j'avais faits pour les aider, la caution pour leur maison, le prêt à mon nom jamais remboursé, l'abonnement Netflix que je continuais de payer en attendant qu'il s'installe, les échecs pour les anniversaires, Noël, les rentrées scolaires. Et là, j'ai pris une décision simple. J'ai annulé tout, un par un, sans colère, sans un mot. J'ai même appelé mon notaire. « Maître, je voudrais modifier mon testament. » Il a toussé, surpris. « Vous souhaitez retirer votre fils ? » « Non, je veux juste réfléchir à qui mérite vraiment d'en faire partie. » Les jours passaient, et plus je restais en retrait, plus je voyais l'étendue du vide qu'ils m'avaient laissé dans leur vie, et que j'avais tenté de combler en donnant toujours plus. J'étais devenue une présence utile, une baby-sitter gratuite, une aide financière, une voix qu'on réduisait au silence dès qu'elle dépassait les limites de la convenance. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était une relation à sens unique. Et j'avais décidé que cela ne suffirait plus. Une semaine plus tard, Béatrice, ma voisine, est venue me voir. 78 ans, veuve mais vive d'esprit, une femme qu'on écoute quand elle parle. Elle m'a trouvée différente. « Tu as changé, Madeleine. Il y a un feu dans tes yeux. Ça me plaît. » Je lui ai tout raconté. Le dîner annulé, le mot « personne ». Elle m'a pris la main et m'a dit « Alors reprends ton nom, reprends ta voix, et fais-leur comprendre que tu existes. » Même sans eux, j'ai dormi profondément ce soir-là. Pour la première fois depuis des mois. Le lendemain, j'ai rédigé une lettre. 3 paragraphes, clairs, nets, calmes. Je l'ai glissée dans une enveloppe et déposée dans leur boîte aux lettres un dimanche matin. Très tôt, voici ce que je leur écrivais. Julien, Zoé, ce que vous avez fait ce soir-là m'a brisé. Mais ce n'est pas la première fois. Pendant des années, j'ai cru que votre froideur était passagère, que votre ingratitude n'était qu'un malentendu. Aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas une erreur, mais un choix. Alors à mon tour, je fais un choix, vivre ma vie sans attendre l'amour de ceux qui me rejettent. Vous ne m'avez pas respecté, vous ne m'avez pas pleuré, alors je ne me cacherai plus. Je ne leur ai pas demandé de réponse. Et pour la première fois, je n'en attendais pas. Parce qu'à partir de ce jour-là, je vivais pour moi. Il faut que je vous dise la vérité. Ce dîner n'était pas un incident isolé. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder un vase rempli depuis longtemps. Depuis que Julien avait rencontré Zoé, j'avais toujours senti cette distance polie, ce froid subtil, comme si j'étais une étrangère dans leur vie. Tolérée, mais jamais désirée. Au début, je me suis dit que c'était moi. Peut-être que je parlais trop, que mes conseils agaçaient, que ma simple présence les dérangeait. Mais au fil des années, j'ai compris que c'était voulu. Zoé m'avait toujours perçue comme un obstacle, une présence embarrassante, un rappel vivant de la vie de Julien avant elle, d'une mère seule qui avait lutté pour élever son fils et y était parvenue. Quand ils ont acheté leur maison, c'est moi qui avais versé l'apport initial, 15 000 €, tiré de mes économies de retraite, sans contrat, sans condition. Ce n'est rien, Julien, je veux juste que vous soyez bien, avais-je dit. Zoé avait souri, faussement reconnaissante. Merci, Madeleine, vous êtes un ange. Depuis ce jour, j'ai cessé d'être la mère aux yeux de Zoé. Je suis devenue simplement Madeleine. Puis plus tard, juste un prénom prononcé à contre-cœur une fois par mois, quand j'apportais des vêtements pour les enfants. Je ne savais pas encore qu'elle avait lentement poussé Julien à m'éloigner de leur quotidien. D'abord, c'étaient des messages restés sans réponse.
Puis les photos des enfants qu'on ne m'envoyait plus. Les invitations oubliées. Et surtout cette phrase chuchotée que j'ai surprise dans la cuisine. Ta mère, elle est gentille, mais elle est trop là. Ça m'étouffe, comme une ombre, une présence gênante dont on ne sait plus quoi faire. Après l'humiliation du dîner, j'ai décidé de reprendre le contrôle. J'ai ouvert mon dossier chez le notaire et demandé un rendez-vous. Assise dans ce bureau silencieux, entourée de boiseries, j'ai senti une force nouvelle m'envahir. Maître, je veux modifier mon testament. Il a levé un sourcil. Très bien. Souhaitez-vous retirer quelqu'un ? J'ai réfléchi. Non, je ne voulais pas agir par vengeance, mais par clarté. Je souhaite léguer mon appartement à une association pour femmes âgées isolées, mes économies à une fondation pour mères célibataires, et mes bijoux, ceux de ma mère, à ma petite nièce Claire. Quant à Julien, je veux qu'il reçoive une lettre. Une seule chose, il a noté, sans commentaire, mais son regard était long, perçant. Et votre belle-fille ? J'ai esquissé un sourire triste, ferme. Elle n'existe pas dans mes volontés. Elle m'a déjà rayé de la sienne depuis longtemps. En rentrant ce soir-là, je n'ai ressenti ni colère ni triomphe. Juste un sentiment de justesse, un calme où tout reprenait sa place. Je ne pouvais pas forcer mon fils à m'aimer, mais je pouvais lui laisser un souvenir honnête. Pas une vengeance, simplement un miroir. Quelques jours plus tard, une voisine m'a raconté qu'elle avait croisé Julien en ville. Il semblait préoccupé. Il parle de vendre la maison, paraît-il, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, mais au fond de moi, une pensée glaciale a traversé mon esprit. Quand on bâtit sa vie sur l'ingratitude, il ne faut pas s'étonner si tout s'effondre. Je n'étais plus une mère en attente. J'étais une femme qui décide et choisit à qui elle donne son amour. Et ce n'est pas parce qu'on a donné la vie qu'on doit accepter d'être traité comme une erreur. Cela faisait plus d'un mois que je n'avais pas eu de nouvelles de Julien. Depuis la lettre glissée dans sa boîte aux lettres, aucun mot, aucun accusé de réception. Étrangement, ce silence ne me blessait plus. Il me paraissait logique, presque prévisible. Puis, un mardi matin, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. Bonjour, suis-je bien chez Madame Madeleine Bertrand ? Oui, c'est moi. Je vous appelle du service social de la mairie de Villeneuve-d'Ascq, à propos de votre fils Julien Bertrand. Mon cœur a raté un battement. Il lui est arrivé quelque chose, je murmurai. La voix s'est adoucie. Rassurez-vous, il n'est pas blessé, mais il est en arrêt de travail prolongé. Nous avons été informés d'un risque d'expulsion concernant sa maison. J'ai dû m'asseoir. Je ne comprenais plus rien. La voix au téléphone a continué doucement. Nous savons que vous êtes sa mère. Nous n'avons pas accès à tous les détails, mais une procédure judiciaire est en cours. La dette n'a pas été honorée. La maison est hypothéquée et il semblerait qu'il n'ait plus les moyens de régler les échéances. J'ai raccroché, la gorge sèche. Julien, mon fils, celui qui m'avait humilié, mis dans l'embarras et menacé d'expulsion. Une mémoire douloureuse est remontée. La maison, l'apport, les 15 000 € que j'avais offerts. Avait-il contracté un prêt plus risqué derrière mon dos ? Avait-il mis la maison en garantie pour un mauvais investissement ? Je n'en savais rien. Mais une chose était sûre, il ne m'avait rien dit. Cette nouvelle m'a laissé sidérée pendant plusieurs jours. Je me demandais, devais-je intervenir ? Le rappeler, lui tendre la main ? Mais à chaque souvenir du dîner, de sa voix sèche, de ce « tu ne peux pas rester », quelque chose en moi se refermait. Je ne pouvais plus jouer la mère sauveuse, pas cette fois. C'est alors qu'un simple texto est arrivé, sans nom, sans signature. Je suis désolée. Un frisson m'a parcouru. C'était lui, j'en étais certaine. 5 mots simples, tardifs, mais réels. Le lendemain, Toé m'a appelé. Presque un an s'était écoulé depuis qu'elle m'avait contacté d'elle-même. « Bonjour Madeleine », dit-elle. « Je voulais juste t'informer. Julien va très mal en ce moment. Il ne dort plus, il ne parle plus, il se referme complètement. » Je suis restée silencieuse. Sa voix s'était brisée. Pour la première fois, je percevais une faille. Pas une manipulation, pas une excuse polie. Une vraie demande, fragile et sincère. J'ai réfléchi plusieurs jours. Je suis allée marcher dans le parc de la Citadelle, comme je le fais souvent quand mes pensées m'alourdissent. En regardant les canards glisser sur l'eau, un souvenir m'est revenu. Julien, petit garçon, apportant un dessin maladroit. C'est toi, maman, avec un soleil derrière. Ce jour-là, il n'était ni distant ni froid. Il était mon fils, mon petit garçon.
Et même si l'homme qu'il était devenu m'avait blessé, je n'avais jamais cessé d'aimer l'enfant qu'il avait été. Alors, j'ai pris une décision, pour moi, pas pour lui. J'allais le voir, mais cette fois, je poserais mes limites. Je suis allée chez lui un mercredi après-midi. Pas un dimanche familial, pas une fête. Un mercredi ordinaire, parce que cette fois je ne venais pas en mère qui supplie, mais en femme qui fait face. Quand il a ouvert la porte, j'ai cru qu'il avait vieilli de 10 ans. Les yeux cernés, les épaules affaissées. Il n'avait plus cette assurance qu'il portait comme un masque. C'était Julien, dépouillé de ses artifices. Il est resté figé quelques secondes, surpris de me voir. Puis il a murmuré, « Tu es venu ?» Je suis entrée sans rien dire. J'ai enlevé mon manteau et me suis assise dans le salon, là où je n'avais plus mis les pieds depuis ce fameux soir du dîner annulé. La maison était silencieuse. Pas d'enfant, pas de Zoé. Juste lui. Il s'est assis en face de moi, incapable de trouver ses mots. Alors, j'ai brisé le silence. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Julien ? À propos de la maison, des dettes ?» Il a baissé les yeux. Puis, soudain, il a fondu en larmes. Je ne parle pas d'un sanglot discret. Je parle d'un homme brisé, pleurant comme un enfant. Il a enfoui sa tête dans ses mains, incapable de se retenir. Je suis restée immobile. Pour une fois, je n'ai pas accouru. Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je l'ai laissé s'écrouler, parce que je savais que ce n'était pas mon rôle de le relever cette fois. Quand il s'est calmé, il a parlé longuement, avec difficulté. Il m'a raconté les dettes, les erreurs de gestion, les crédits à la consommation, les disputes avec Zoé, le regard des enfants qui change, et surtout, la honte. « Je n'ai jamais voulu t'humilier, maman, a-t-il dit. C'est Zoé. Elle disait que tu étais trop présente, et moi j'étais pris entre vous deux. Je ne voulais pas perdre ma famille. » J'ai répondu calmement, sans colère. « Alors tu as choisi de perdre ta mère. » Il a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je t'ai trahi. Je m'en rends compte trop tard. » Un long silence a suivi, puis il a murmuré. « Tu m'as toujours donné, et moi je t'ai traité comme un fardeau. » Le mot. Ce mot qu'il m'avait lancé dans le dos ce soir-là. Fardeau. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai répondu calmement. « Tu sais ce qui est pire qu'un fardeau ? C'est se sentir inutile, transparente, remplaçable. Ce que tu m'as fait ressentir ce soir-là, c'était plus que de la honte. C'était comme mourir debout. » Il a pleuré à nouveau, mais cette fois je l'ai laissé. Pas par cruauté, mais par justice. Parfois, il faut que les enfants comprennent la profondeur du mal qu'ils causent. 2 heures plus tard, je suis repartie. Il m'a raccompagnée à la porte. Il a voulu me prendre dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais ce n'était pas une réconciliation. C'était un pas. Avant de partir, je lui ai dit, « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Julien. Mais sache une chose, je n'attends plus rien. Ni excuse, ni geste. Je vivrai pour moi. Et si un jour tu veux en faire partie, ce sera à toi de mériter ta place. » En rentrant chez moi, je me suis sentie vide, mais pas détruite. Comme si j'avais laissé derrière moi un poids, un espoir ancien, une illusion. À la place, quelque chose de plus fort, la dignité retrouvée. 3 semaines plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai envoyé une invitation formelle, écrite à la main, glissée dans une enveloppe beige. Elle était adressée à Julien, Zoé et leurs 2 enfants. Il était écrit simplement « Déjeuner familial samedi midi chez moi. Merci d'être ponctuel. » Tenue simple, présence importante. Je n'ai rien précisé d'autre. Tout était déjà organisé. Le samedi matin, j'ai mis ma nappe brodée. J'ai sorti les assiettes en porcelaine que je n'utilise jamais. J'ai cuisiné comme au grand jour, blanquette de veau, tarte aux prunes, vin blanc frais. Comme autrefois. Comme pour leur rappeler que moi aussi, je savais recevoir. À 11h58, on a sonné à la porte. Julien était là, l'air tendu. Zoé, droite comme un piquet, le regard inquiet. Les enfants, silencieux, collés à leurs parents. Je les ai accueillis avec un sourire neutre. À 12h15, mon invité est arrivé, maître d'Herville, notaire depuis 30 ans à Lille. Un homme élégant, calme, au regard franc. Zoé a blêmi. Julien a bégayé. Un notaire ? Maman, tu veux nous parler d'héritage ? Je leur ai proposé de s'asseoir. Le silence pesait déjà lorsque j'ai pris la parole. Je vous ai réunis aujourd'hui, non pour punir, mais pour vous libérer, et pour me libérer moi.
Maître Derville a sorti une enveloppe cachetée et l'a posée au centre de la table. Madame Bertrand souhaite lire une clause officielle de son testament en toute transparence. Julien n'a pas levé les yeux. Zoé n'a rien dit. Le notaire a commencé. À mes enfants, je lègue la vérité. La vérité sur ce qu'une mère donne, sur ce que le silence coûte, sur ce que la dignité vaut. Puis il a détaillé. L'appartement sera légué à une association pour femmes âgées isolées. Les économies iront à une fondation pour mères célibataires. Une partie sera transformée en bourse pour une future infirmière issue d'un milieu modeste. Aucun bien ne sera attribué à Julien ou Zoé. Une lettre personnelle leur sera remise à l'ouverture officielle du testament. Silence glacial, dur, inévitable. Zoé s'est levée, les larmes aux yeux, c'est une blague. Après tout ce qu'on a fait pour elle, je l'ai regardée droit dans les yeux. Tout ce que vous avez fait, m'humilier, m'exclure, me considérer comme un poids mort. Je ne vous dois rien. Plus rien. Ce déjeuner, c'est ma façon de vous le dire, en paix, à visage découvert. J'ai proposé le dessert. Personne n'en a voulu. Ils sont partis dans un silence tendu. Les enfants ont murmuré un merci poli. Je n'ai pas tremblé en refermant la porte. Ce soir-là, j'ai bu une coupe de vin et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que la justice peut être douce. Pas une vengeance, mais une vérité exposée, une dignité retrouvée, une trace laissée. Ils avaient voulu me rayer. J'ai répondu avec un notaire. Ce jour-là, j'ai enterré une illusion, celle d'être encore leur priorité, d'être cette mère qu'on appelle par tendresse, cette grand-mère qu'on entoure de respect. Mais en échange, j'ai retrouvé mon intégrité. Pendant un temps, plus aucune nouvelle. Ni appel, ni visite. Un vide glacial, mais cette fois choisi, assumé. Et pourtant, je vivais mieux. Je me suis rapprochée de Lucienne, ma voisine veuve, avec qui je partage maintenant le thé chaque mercredi. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture autobiographique à la médiathèque. J'ai compris quelque chose d'essentiel, ma vie valait plus que leur regard. Je n'étais plus la maman de Julien. J'étais Madeleine. Une femme, une survivante, une mémoire. Un jour, en revenant du marché, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. À la main, tremblante, c'était Julien. Maman, je ne sais pas comment réparer. Je t'ai blessée, je t'ai effacée. Je comprends maintenant tout ce que tu as voulu dire ce jour-là. J'ai relu chaque mot 3 fois, chaque tremblement de plume. Et j'ai pleuré. Pas de douleur, mais de lucidité. Oui, il regrettait. Mais il avait fallu que je m'efface pour qu'il me voie. Il avait fallu que je m'impose avec un notaire pour qu'il m'écoute. Il avait fallu que je me déclare morte à leurs yeux, pour renaître à moi-même. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis donné le droit de ne pas sauter sur la moindre miette de repentir. Une mère n'est pas un paillasson. Et le pardon, ça se mérite. Quelques semaines plus tard, par une matinée douce de printemps, j'ai pris mon carnet. J'ai écrit une page. Julien, tu dis que tu veux me parler. Commençons par marcher 1 heure dans le parc de la Citadelle. Sans excuse, sans justification. Juste toi et moi. Regarde-moi, car je ne suis plus celle qui attend. Je suis celle qui choisit. Je l'ai posté sans attente, avec une étrange paix. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que sera demain. Mais je sais qui je suis. Peut-être qu'il changera, peut-être qu'il retombera dans ses silences. Mais moi, je ne serai plus jamais l'ombre de moi-même. Je suis cette femme qu'ils ont tenté d'effacer. Celle qui un jour s'est présentée à leur porte avec une galette, et qui est repartie avec sa propre lumière. Ils m'ont dit que j'étais un fardeau. Alors j'ai invité un notaire. Maintenant, ils savent qu'une grand-mère humiliée peut redevenir puissante. Pas par vengeance, mais par vérité. Abonnez-vous à Histoire vraie de grand-mère, il y a des silences qui méritent d'être brisés, et des femmes qui méritent d'être entendues.